Léonard de Vinci incarne l'artiste de la Renaissance. Ingénieur, peintre, architecte, il sait mêler ses recherches pour faire de son travail un condensé d'art savant. Moine dominicain, Savonarola prêche à Florence contre les vices et les excès de son temps. Il se propose de régénérer l'Église qui lui semble corrompue. Il parvient à prendre le pouvoir à Florence et y instaure une théocratie. Giotto est considéré comme le précurseur de l'art de la Renaissance. Ses formes massives et ses structures spatiales montrent un intérêt nouveau pour le rendu réaliste de la nature. Formé par son père, qui l'initie au principe de l'art italien, Holbein le Jeune s'affirme comme l'un des plus grands portraitistes de la Renaissance dans les pays du Nord. Lorenzo Valla, par sa connaissance des textes anciens, est un ardent défenseur de la philologie. Il est l'un des premiers à vouloir accorder la sagesse des anciens et la morale chrétienne. L'Espagne du début du XVIe siècle n'est pas en retrait sur les progrès de l'humanisme. Jiménez de Cisneros, archevêque de Tolède, est ainsi le promoteur de nombreuses études, dont une nouvelle traduction de la Bible. Lévi est le premier ouvrage d'histoire de l'art à porter un regard critique sur les artistes de son époque. La Renaissance artistique y est divisée en 3 périodes, avec un âge de maturité qu'est le Quattrocento. En juillet 1495, après avoir atteint Naples, les troupes françaises de Charles VIII sont bloquées à Fornoux. Le roi de France force le passage et revient dans son royaume. La première des guerres disputées par François Ier contre Charles Quint est marquée par la défection du connétable de France, le duc de Bourbon. Installé depuis 1307 sur les rives du Rhône pour échapper à la guerre entre les Guelfes et les Gibelins, les papes décident en 1378 de revenir dans la ville sainte. En 1401, la corporation florentine des marchands de laine organise un concours pour la porte du baptistère de leur ville. Ghiberti s'illustre avec des bas-reliefs dignes de la statuaire antique. La succession du pape Grégoire XI en 1378 ouvre une période trouble pour la papauté, car 2 papes sont successivement élus et réclament chacun la réalité du pouvoir sur l'Église. L'Église catholique reste divisée pendant plus de 40 ans. Dans une France déchirée par des guerres civiles et la guerre contre l'Angleterre, la jeune bergère Jeanne d'Arc permet au dauphin Charles de se faire sacrer roi de France en 1429. La paix d'Arras met fin à la guerre qui oppose en France le clan des Armagnacs à celui des Bourguignons alliés aux Anglais. Après avoir pu se faire sacrer roi grâce à la pucelle, Charles VII négocie la paix et peut enfin entrer dans sa capitale le 14 novembre 1437. Recueil de récits mythologiques, les Métamorphoses d'Ovide sont pour les intellectuels de la Renaissance une introduction merveilleuse au mystère du monde. Après avoir surmonté les obstacles politiques, le petit-fils de Côme de Médicis gagne le surnom de Magnifique par un mécénat ardent des arts de la Renaissance. La Vaticane est fondée en 1450 par le pape Nicolas V. Elle est le modèle de toutes les futures bibliothèques. Charles le Téméraire veut créer un État avec la Bourgogne, la Franche-Comté et ses possessions des Flandres. Il échoue, et l'État bourguignon est partagé à sa mort entre le royaume de France et l'empire des Habsbourg. C'est l'origine des guerres d'Italie. À la suite de Charles VIII, le roi de France Louis XII part en campagne pour prendre le royaume de Naples. Il y parvient en 1501, mais l'occupation française sera de courte durée. Après les travaux du néerlandais Coster, l'allemand Gutenberg parvient à mettre au point les premières presses. Il publie en 1455 la première Bible imprimée à Mayence, sa ville natale. Les progrès faits par l'artillerie durant le XVe siècle rendent obsolètes les châteaux médiévaux. En Italie, un ingénieur invente le principe des bastions pour défendre les villes. La forteresse de Sals en Espagne présente l'évolution entre les fortifications médiévales et les principes modernes. Figure illustre de l'artiste savant et humaniste de la Renaissance, Albrecht Dürer, avec les bois de l'Apocalypse, élève la technique récente de la gravure au rang d'un art majeur. Avec Louis XI disparaît le dernier souverain français de type médiéval.
Louis XI a lutté sans répit contre les ambitions du duc de Bourgogne et commencé à unifier et à centraliser le royaume. À la mort de Louis XI, Anne de France est régente jusqu'à la majorité du dauphin Charles, son frère cadet. Pour faire face au duc Louis d'Orléans, ils réunissent les États généraux à Tours en 1484. Tandis que les souverains européens bataillent en Italie, le Génois Christophe Colomb, parti pour le compte des rois catholiques espagnols, atteint des terres inconnues. Lors de l'Assemblée des États généraux de Tours en 1484, les corps constitués protestent contre l'autoritarisme de plus en plus important du souverain français. L'Éloge de la folie, ouvrage essentiel de l'humaniste Didier Érasme, est publié en 1511. Il devient un ouvrage de référence des humanistes du début du XVIe siècle. Jules II charge Michel-Ange, au printemps 1508, de peindre la voûte de la chapelle Sixtine. La voûte est dévoilée en 1511 et la chapelle rouverte fin 1512. Le belliqueux pape Jules II forme en 1508 une ligue contre Venise, dans le but de conquérir du territoire. Les Français y participent sur le champ de bataille, mais la ligue se retourne ensuite contre eux. Second fils d'Henri VII Tudor, Henri VIII monte sur le trône d'Angleterre en 1509. Preux et cultivé, le nouveau roi apparaît comme un des souverains modèles de la Renaissance. Sous Jules II, le Vatican est entièrement réaménagé. Parmi les grands chantiers décoratifs du palais, les stanze de Raphaël portent la peinture renaissante à son apogée. Devant les abus de l'Église de Rome et ses conséquences en Allemagne, l'empereur Maximilien demande à l'humaniste Wimfelling de réunir tous les pamphlets écrits contre le pape. Ils sont rassemblés dans un ouvrage publié en 1510, Préjudice causé par l'Église de Rome. Le moine allemand Luther réfute en partie la pratique religieuse instaurée par l'Église de Rome, notamment sur la question de la grâce et sur l'idée du sacerdoce universel. Il énonce sa vision de la foi dans ses 95 thèses diffusées à partir de 1517. La réforme luthérienne se diffuse lentement en France sous François Ier. En octobre 1534, des placards se prononçant pour la réforme luthérienne sont cloués dans le palais de François Ier, déclenchant une première attaque du pouvoir contre les réformés français. En 1514, Louis XII brise la coalition qui menace le royaume en signant la paix avec l'Angleterre. Il épouse ensuite Marie Tudor. Le 1er janvier 1515, le rêve de Louise de Savoie se réalise. Louis XII meurt sans héritier, son fils François devient roi. En décembre 1515, le souverain français et le pape se rencontrent à Bologne afin de négocier la signature d'un concordat. Fils de Jeanne la Folle et de Philippe le Beau, le jeune Charles de Habsbourg est proclamé émancipé par les États généraux des Pays-Bas le 5 janvier 1515. Assurément l'œuvre la plus exaltée et la plus discutée, Le Prince de Machiavel, écrit en 1513, fonde les bases de la science politique moderne. Les progrès effectués par les humanistes en matière de connaissance des langues anciennes permettent de nouvelles traductions des textes bibliques. Plusieurs programmes sont lancés dans les pays européens. La Villa Madame est l'un des plus grands projets de Raphaël, architecte. Cette villa fut commanditée par le cardinal Jules de Médicis, le futur pape Clément VII. Véritable chef-d'œuvre de la Renaissance française, le château de Chambord est la réalisation d'un rêve royal, celui de François Ier, imaginé par Léonard de Vinci. Dans sa lutte contre Charles Quint, François Ier, roi de France, cherche des alliés. Il donne rendez-vous au souverain anglais Henri VIII. Pour l'éblouir, il construit un camp fastueux où il reçoit le souverain anglais. En 1527, des mercenaires au service des Habsbourg mettent à sac la ville de Rome pour se payer. Cet événement entraîne une immense réprobation contre l'empire de Charles Quint. Demeure principale de Diane de Poitiers, le château d'Annette mêle avec imagination et audace la tradition gothique et la maîtrise de l'architecture italienne la plus contemporaine. Après le sac de Rome, Charles Quint est dans une position délicate face au pape.
Il signe avec ce dernier le traité de Barcelone, qui garantit la possession par le Saint-Père des États pontificaux et assure une alliance entre l'Église et l'Espagne pour lutter contre les musulmans. Temple des nouveaux savoirs, le Collège des lecteurs royaux, puis Collège de France, fondé en 1530 par François Ier, ouvre désormais l'enseignement à des domaines de connaissances plus vastes. À partir de 1529, sous l'impulsion d'Henri VIII, l'Église anglaise se détache de Rome et le roi d'Angleterre devient chef suprême de l'Église anglicane. Quelques années après la libération de François Ier par Charles Quint contre une rançon, le soldat Pizarro se fait payer une immense rançon pour libérer l'Inca Atahualpa, puis il le tue. Le jeune Ignace de Loyola prononce à Paris les vœux de se rendre en Terre Sainte ou de se mettre à la disposition du pape. Ces vœux sont le fondement de la création de l'ordre des Jésuites. Le palais Farnèse à Rome est un monument à la gloire du pape Paul III Farnèse. Les meilleurs artistes sont invités à louer le prestige du pape et de sa famille dans des fresques rivalisant de beauté. En juillet 1536, une convocation réunie par Henri VIII définit les règles de l'Église anglicane en 10 points. Cet acte transforme l'Église anglaise en une Église nationale et introduit certaines réformes issues du luthéranisme. La galerie François Ier à Fontainebleau est un manifeste de la première école de Fontainebleau. Les fresques sont peintes par Rosso et les lambris sont l'œuvre de Skibek de Carpi. Le savant polonais Copernic parvient à démontrer contre les enseignements de l'Église que la Terre tourne autour du Soleil. Sommé par l'Église de se rétracter, il est condamné à mort et exécuté. L'entrée solennelle d'Henri II à Paris en 1549 foisonne d'allusions mythologiques. Artistes et humanistes s'associaient à ces entrées, rivalisant d'érudition et d'invention. Le Tchèque Jean Hus prône une réforme de l'Église en partie inspirée par l'anglais Wycliffe. Sommé de se présenter devant une assemblée ecclésiastique, il est arrêté et condamné à mort. L'université de Salamanque apparaît comme une des plus avancées en Europe pour appliquer à la théologie et à la philologie les enseignements des humanistes. La musique connaît lors de la Renaissance une grande nouveauté avec l'apparition d'une nouvelle forme, l'ars nova. Charles Ier d'Espagne, héritier des Habsbourg, a besoin de liquidités pour financer son élection sur le trône impérial contre François Ier. C'est le banquier allemand Fugger qui lui avance les sommes nécessaires. Avec la Renaissance, l'homme devient la mesure de toute chose. C'est lui qui ordonne l'espace, un espace devenu cohérent avec les recherches nouvelles sur la perspective. La légende attribue l'invention de la peinture à l'huile à Jan van Eyck. Connu pourtant depuis le XIIe siècle, son utilisation dès le début de la Renaissance révolutionne les techniques et l'histoire de l'art pictural. La découverte du Laocoon lors des fouilles archéologiques à Rome donne une nouvelle impulsion à la Renaissance. L'expressivité et le mouvement de cette sculpture influenceront profondément Michel-Ange. En 1436, le grand architecte et théoricien Brunelleschi finit la construction du dôme de la cathédrale Santa Maria dei Fiori. Ces apports techniques servent encore de référence lors de la construction de Saint-Pierre de Rome. Le palais Médicis de Florence, conçu par Michelozzo, est emblématique des palais florentins. Bloc cubique, il ménage plusieurs ordres de pilastres et joue des effets plastiques du parement. Autour de 1400, les influences artistiques se mêlent. Migration des artistes, circulation des œuvres d'art font naître le style gothique international. La décoration de la chapelle Brancacci est entreprise vers 1425. Les fresques de Masolino et surtout celles de Masaccio font de cet ensemble un véritable manifeste de la première Renaissance artistique. Le David de Donatello est une œuvre marquante du Quattrocento. Son élégante silhouette a inspiré les plus grands maîtres de la Renaissance, dont le célèbre Michel-Ange. Traduites et commentées par Marcillet Ficin, les œuvres de Platon sont l'enjeu pour les intellectuels de la Renaissance de nouvelles interprétations à la lumière des enseignements chrétiens. L'artiste de la Renaissance
acquiert une grande renommée, et son travail passe au rang des arts libéraux. Lui passer commande est un signe de prestige qui favorise l'éclosion d'un mécénat de cour. Mantoue devient célèbre au cours de la Renaissance par l'influence d'Isabelle d'Este, qui soutient les artistes italiens du nord de l'Italie. Ce territoire italien est une pomme de discorde entre l'Empire des Habsbourg et la monarchie française qui considère y avoir droit par héritage. Située dans les collines des Marches italiennes, la petite ville d'Urbain tire sa renommée de l'art né entre ses murs pendant la Renaissance. Au cours du XVe siècle, la ville de Ferrare est le centre de travaux herculéens, dirigé par l'architecte Rossetti, qui façonne en quelques années l'une des cités les plus harmonieuses d'Italie. L'art de la Renaissance accorde une place nouvelle à l'individu. Le portrait n'est plus seulement symbolique, il cherche à saisir le caractère humain. Inspirés par les maîtres de l'Antiquité, les artistes de la Renaissance développent une observation du corps humain réaliste. Le dessin anatomique prend son essor. Peinture et sculpture quittent le statut d'art manuel pour se hisser au rang d'arts libéraux. La Renaissance invente la notion d'artiste et fait de ces disciplines des créations intelligentes. La Sérénissime, autre nom de la République de Venise, est une des principales puissances politiques et commerciales des XVe et XVIe siècles. Elle est aussi une des cités les plus brillantes dans les arts et la culture. Indissociable des noms de la Renaissance de Giotto à Masaccio, Léonard de Vinci et Michel-Ange, Florence s'affirme au XVe et au XVIe siècle comme la capitale européenne des arts. Dirigée par Marsilé Ficin à partir de 1462 à Florence, l'Académie platonicienne, à l'image des écoles philosophiques antiques, devient le centre d'un renouveau intellectuel et théologique. Le tombeau de Leonardo Bruni, un des lettrés les plus illustres de son temps, inaugure un nouveau type de tombeau, le tombeau aux thèmes humanistes. Les frères de la vie commune de Windesheim mettent en place un nouveau système d'études spirituelles fondé sur les principes récents de l'humanisme. Ils mêlent ainsi la dévotion spirituelle et la connaissance moderne. À la demande de Jules II, Bramante construit le cortile du Belvédère dès 1503. Ce complexe monumental était destiné à relier le palais pontifical à la villa du Belvédère. Bruxelles et les Pays-Bas apparaissent durant la première moitié du XVIe siècle comme des secteurs où l'activité politique et artistique connaissent un développement considérable. Le maniérisme apparaît entre 1515 et 1520 à Sienne. Les formes tourmentées de cette nouvelle tendance reflètent une époque marquée par la révolte de Luther et le sac de Rome. En 1550, Goujon construit la tribune de la salle des Cariatides. Ce décor architectural confère à l'ancienne pièce du Louvre un caractère renaissant, révélateur du règne de François Ier. Rousseau arrive à la cour de François Ier en 1531, bientôt rejoint par le primatis. Sous l'impulsion de ces deux artistes italiens, l'art français évolue vers un maniérisme raffiné qui prend le nom de première école de Fontainebleau. Dans l'abbatiale de Saint-Denis, Pierre Bontemps réalise le tombeau de François Ier et Claude de France. Architecture et iconographie de ce monument sont le parfait exemple du renouvellement de l'art funéraire au XVIe siècle. La publication du poème sacré de Dante, la Divine Comédie, en 1472, fait l'objet d'une véritable révélation pour les humanistes de la Renaissance, sensibles notamment à la force métaphorique de la première partie, l'enfer. Le château que les Beaujeu font construire à Moulins allie le style gothique du XVe siècle avec des innovations architecturales de l'Italie de la Renaissance. Il marque, en France, la transition entre les deux styles.